Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Ce podcast est soutenu par notre partenaire officiel, une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis très longtemps, l'entreprise familiale Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, à travers de nombreuses marques engagées comme Jardin Bio, Sobioéthique, Eau Thermale Chonzac ou Natessence. Merci infiniment à eux. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui une femme incroyable et qui apporte des solutions concrètes pour nourrir l'humanité de demain. Et ce n'est pas rien, c'est même peut-être tout d'ailleurs. Avec son époux Charles, ils ont lancé il y a plus de 10 ans la ferme du Bec et Loing en Normandie qui expérimente une nouvelle forme d'agriculture en rupture profonde avec les modèles actuels. Il publie un sublime livre de référence chez Actes Sud, Vivre avec la Terre, en 3 tomes. Alors je rappelle que les recherches menées au Bec et Loing inspirent déjà des personnes du monde entier, que ce soit des agriculteurs, des politiques, des responsables de collectivités. Et nous allons parler aujourd'hui avec une experte de la permaculture et de l'écoculture sur ce thème: comment nourrir l'humanité de demain. J'ai la grande joie d'accueillir, je pense que vous l'aurez reconnu, Perrine Hervé-Gruyer. Bonjour Perrine. Bonjour. Alors Perrine, à qui s'adresse votre livre Vivre avec la Terre ? À tous. En fait, en réalité, on a conçu cet ouvrage un petit peu pour réparer le manque d'informations que nous avons subi quand nous avons démarré la ferme. Mais on s'est dit, finalement, pour nourrir le monde demain, il n'y a pas que les agriculteurs qui vont devoir mettre la main à la pâte, c'est tout le monde, les gens dans leur jardin, tous ceux qui sont en quête d'autonomie, en quête de nourriture de qualité, qui ont envie de faire quelque chose de leurs mains, de se reconnecter avec la nature. Donc il y a une notion de plaisir, une notion de santé, une notion de travail, et puis ce sujet sérieux de nourrir la planète, il est là bien sûr, il est en filigrane à chacune des pages, mais ça n'est pas si grave et si sérieux que ça de se nourrir. Alors, vous parlez dans votre livre d'écoculture et de permaculture. J'aimerais bien que tu nous donnes un peu la différence entre ces deux termes. Alors, la permaculture, on en entend beaucoup parler ces derniers temps. Je vais pas dire que c'est devenu un petit peu tarte à la crème, mais c'est assez connu. Mais malheureusement, c'est souvent assimilé à une technique de jardinage et, par exemple, on peut se dire faire des buts de culture, c'est de la permaculture. En fait, ça n'est pas ça. La permaculture, c'est quelque chose d'extrêmement judicieux, de malin, je dirais même, qui est basé sur l'observation des écosystèmes. Les écosystèmes à l'état naturel, c'est pas un pléonasme que de dire ça. Ce que j'entends par là, ce sont les écosystèmes qui n'ont pas été modifiés par l'homme. Donc cette permaculture, les initiateurs de la permaculture, les synthétiseurs devrait-on dire, ont regardé les écosystèmes, ont regardé leur mode de fonctionnement, ont assimilé les principes, les règles, et puis se sont dit, mais en fait, on peut en tirer un espèce de cadre, des méta-règles, pour le dire comme le diraient les scientifiques. Et à partir de cela, eh bien, on va pouvoir utiliser différents éléments qui vont avoir le même objectif qu'un écosystème à l'état naturel. Et ils se sont dit, l'objectif d'un système permaculturel, c'est d'être économiquement viable, environnementalement durable, socialement équitable. Donc ça, c'est une première chose. C'est ce que nous dit la permaculture. À aucun moment, la permaculture, elle vous dit remettez-vous tous à l'agriculture ou faites votre jardin comme ceci, comme cela. Nous, on a pris ce cadre permaculturel, on y a intégré la culture sur but, qui est très connue des permaculteurs, bien sûr, les pratiques des maraîchers parisiens du 19e et d'autres choses comme ça. Donc cette permaculture, c'est un grand cadre conceptuel. On va le dire ainsi, c'est je veux créer mon système, comment je jalonne le chemin, quels sont les principes de la permaculture qui vont me guider pour ce faire. Et l'écoculture, eh bien, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire je copie la nature, c'est du biomimétisme d'une certaine façon, mais je vais cultiver
à la façon dont la nature pourrait le faire sans que l'humain intervienne. Sauf que bien évidemment, là, je suis interventionniste, je veux nourrir la planète, donc on va pas tous demain se remettre à être des chasseurs-cueilleurs, encore que. Mais je pense pas qu'on convainque tout le monde de se nourrir de plantes sauvages et de graines demain. Donc on regarde le fonctionnement des écosystèmes et là, on applique ces principes et ces règles de fonctionnement uniquement à la culture, à l'agriculture, pour pouvoir se nourrir. Parfait, c'est très clair. Une question aussi générale sur ce thème. Quel est l'enjeu autour des semences aujourd'hui? C'est vrai que on parle beaucoup de la graine avec des personnalités aussi très fortes, comme Vandana Shiva sur les semences. Quelle est ta vision sur le sujet? Mais la graine, c'est un sujet essentiel parce que demain, si on continue à agir de la sorte, c'est-à-dire que si on continue à breveter le vivant, vous savez peut-être qu'aujourd'hui, les semences qui sont utilisables par des agriculteurs professionnels doivent toutes figurer à un catalogue. Le fameux catalogue dont on parle, donc il y a des règles là-dessus, et si la semence de mon grand-père, par exemple, le petit pois du bec et loin, ne figure pas sur ce fameux catalogue, eh bien, en tant que professionnel, je n'ai pas le droit de cultiver cette semence, et je n'ai pas le droit de vendre le petit pois du bec et loin, ce qui est complètement aberrant, parce que la semence, c'est la garantie de maintenir la biodiversité, c'est la garantie de maintenir nos paysages, de garantir notre santé, et de garantir une diversité, j'allais dire, nutritionnelle de nos aliments consommés aujourd'hui. Donc l'enjeu est juste essentiel et malheureusement, il a été corrompu silencieusement au fur et à mesure des années pour de l'argent, une fois de plus, c'est-à-dire que à ce fameux catalogue, la plupart des sociétés qui inscrivent des semences sont des gens dont c'est le métier et qui font de l'argent en brevetant, en inscrivant au catalogue et en vendant des semences qu'on ne peut pas détourner, donc pour lesquelles on ne peut pas utiliser autre chose. Alors du coup, vous, toutes vos semences sont effectivement répertoriées et vous conservez vos semences. Vous avez une banque de données, vous aussi, de semences Alors nous, comme nous sommes certifiés bio, l'aberration, c'est que nous devons pouvoir fournir à chaque inspection, notre inspecteur bio, des factures certifiant que les semences que nous avons utilisées sont bio. Pour ce faire, si on veut des factures et des certificats bio de ces fameuses semences, l'aberration, c'est qu'on les achète, les semences. Alors, par chance, on achète chez des gens qui ont une belle éthique, qui travaillent très bien, des gens comme AgroSemences, le Biogerm, SM Bio, tout cela. Mais nous, on essaye depuis des années, petit à petit, de répliquer une bonne partie de nos semences, de reproduire nos semences pour avoir des populations de semences qui sont véritablement adaptées à notre territoire. Et Dieu sait qu'il est complexe, ce territoire. Nous sommes installés dans un fond de vallée très humide. C'est un véritable couloir de vent avec un sol quand on en a hérité au départ, qui était assez ingrat, en tout cas, il est très peu profond. Donc, quelle est la cohérence aujourd'hui d'aller acheter des semences qui sont reproduites dans des laboratoires, dans des conditions complètement homogènes, 18 degrés constants, arrosées systématiquement, alors que nous, elles vont arriver dans notre fond de vallée au bec et loin, et en plein mois de mai, comme ce qu'on a eu cette semaine, elles vont se prendre une bonne petite nuit de gelée. Chaque jour, de l'année, elles vont être confrontées à l'humidité ambiante, au vent dominant, etc., etc. Bref, tout ce qu'on cherche, c'est adapter la semence à notre terroir, comme le faisaient les anciens. Donc même si nous sommes obligés en bio d'utiliser des semences pour lesquelles il y a une traçabilité, donc de fait pour lesquelles on a un certificat bio et donc que l'on a acheté à des semenciers professionnels, eh bien de plus en plus on fait une bonne partie de nos graines nous-mêmes. Alors c'est toute une dextérité, c'est pas très simple de faire ses propres semences, il y a une technicité à acquérir, mais d'année en année on fait nos propres semences, on les réplique, on les reproduit pour véritablement les adapter à nos conditions. Génial. Alors, que conseillerais-tu à une personne qui souhaite se lancer et qui souhaite lancer son jardin potager en permaculture pour nourrir sa famille? Alors, évidemment, achetez votre livre. Donc ça, ce serait, en tout cas, moi, le premier conseil que je pourrais leur donner. C'est sûr que j'aurais du mal à résumer 1000 pages en quelques minutes. Donc, c'est mieux de lire le livre. Voilà, c'est ça. On parle d'un jardin familial. Là, j'ai une amie, typiquement, elle est dans le Pays Basque. Elle se lance en permaculture. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire, là, comme ça? Tu arrives chez elle. Eh bien, paradoxalement, je lui donnerai aucun conseil technique pour commencer. Je lui demanderai pourquoi elle veut faire son jardin, où est son plaisir, est-ce qu'elle sait évaluer les besoins de sa famille, qu'est-ce qu'ils aiment manger, et à partir de là,
on commence à cheminer et on regarde par rapport à ce qu'est son jardin aujourd'hui, à l'état actuel du jardin, ce qu'on peut faire, comment on peut faire de ce petit bout de jardin un véritable écosystème. Et on parle d'un écosystème, même si c'est 100 mètres carrés, peu importe, on va en faire un véritable écosystème à partir des besoins, des plaisirs, des loisirs, du temps de disponibilité de la famille. Et puis, une fois qu'on a passé cette étape-là, du rêve, du pourquoi je veux faire ça, eh bien, on rentre un peu plus dans le pratique, dans la technicité. Alors, à cet endroit-là, on peut mettre des buts, à cet endroit-là, on peut faire de la planche plate. En fonction de l'intensité et du temps de travail que cette personne peut y consacrer, je vais lui conseiller plus ou moins de faire des buts ou des planches plates. La butte ronde, qu'on paille systématiquement, elle demande très peu de travail. Donc, quelqu'un qui veut faire ça 1 à 2 heures le week-end peut très bien se mettre à faire un petit jardin de 300 mètres carrés. 300 mètres carrés, c'est tout à fait acceptable pour nourrir une famille à l'année. 300 mètres carrés de butte, pourquoi pas? Alors, bien sûr, on fait pas des buts comme ça au hasard. On vérifie d'abord que des haies brise-vent ont été installées. On vérifie d'abord qu'on a bien la matière pour pailler ces buts, c'est-à-dire les couvrir. Comme dans la nature, on trouve jamais un pet de sol à nu dans la nature. Le sol, si vous le laissez nu, il va se couvrir d'herbe, de mousse, d'ortie, il va se couvrir de quoi que ce soit, mais il va se couvrir. Donc nous, on fait exactement la même chose dans les jardins. Et puis petit à petit, on va cheminer, et puis la personne va se tester aussi physiquement. On va regarder son ergonomie au travail, parce que beaucoup de personnes s'y sont essayées au jardinage, et puis la première journée, ils l'ont fini plié en deux avec un bon mal de dos, et se sont dit, oh, le jardinage, c'est peut-être pas pour moi, je vais pas y revenir. Alors pourquoi c'était pas pour toi? Quelles étaient tes postures? Comment tu t'es conduit au jardin? Comment tu as respiré? C'est toute une pratique, je veux dire, qui presque s'apparenterait au yoga ou un entraînement sportif, quel qu'il soit. Donc mieux on va se connaître, mieux on va savoir utiliser l'outil, avoir une bonne posture, plus on aura de plaisir à y revenir et moins on aura mal au dos et on se dira oh non, j'arrête parce que c'est trop difficile. Alors on reviendra effectivement un peu plus tard sur cette philosophie de vie là que tu décris, que tu commences à décrire très bien en parlant des postures de yoga. Et j'aimerais bien qu'on redéfinisse aussi qu'est-ce qu'une micro-ferme. C'est un terme que vous avez beaucoup contribué à développer, je crois. Est-ce que c'est vous qui l'avez? Non, c'est pas tout à fait nous, mais on l'a repris alors qu'il n'était quasiment pas utilisé. Et aujourd'hui, il n'y a pas de définition officielle. Ce qu'on peut dire, plusieurs s'y sont testés, mais ce qu'on peut dire, ce sont des fermes de petite taille. Alors, petite taille par rapport à quoi? Par rapport à la ferme lambda telle qu'on la connaît aujourd'hui en agriculture dite moderne. Pour vous donner un exemple, en Haute-Normandie, la ferme moyenne, c'est 120 hectares. Donc, une micro-ferme, tu es bien en deçà, bien évidemment. Mais c'est surtout une ferme sur toute petite surface, c'est le premier élément, et sur laquelle, de façon induite, on va retrouver cette notion d'écosystème. Donc petite taille ne veut pas dire pas de diversité, bien au contraire, donc énormément de diversité. La plupart du temps, les personnes vont exercer à la main ou en tout cas avec très peu de motorisation. Et une philosophie qui va se rapprocher des principes de la permaculture. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut développer l'écoculture justement en tout lieu? Parce qu'on parle aussi beaucoup de micro-fermes urbaines, rurales. Est-ce que c'est praticable finalement un peu n'importe où, en altitude, en ville? Par définition, c'est praticable partout. L'écoculture, elle imite l'écosystème. Donc l'écosystème, même en milieu très contraint, que ce soit un milieu de haute montagne ou au beau milieu de Paris, il existe. Il est certes limité, il est certes différent de ce que nous allons avoir en pleine campagne normande, mais il existe cet écosystème. Donc il faut tout d'abord l'observer, savoir comment il existe, quels éléments sont en place, quels éléments on pourrait ajouter pour qu'il soit un peu plus riche, un petit peu plus dense, et à partir de là, on peut tout à fait développer l'écoculture. Après, si la question induite est est-ce qu'on peut nourrir la planète ou en tout cas la population avec des agricultures urbaines sur les toits, etc. Là, c'est une autre problématique. Clairement, je dirais non, mais est-ce vraiment l'enjeu et l'ambition? Je crois que ce qui est absolument extraordinaire aujourd'hui dans ces projets, notamment d'agriculture urbaine, c'est de voir le lien social que ces projets-là arrivent à créer.
de voir la reconnexion que les citoyens peuvent avoir avec la nature, mais surtout leur alimentation. Réaliser que pour manger des petits pois, eh bien, il faut avoir semé la graine, il faut l'avoir laissé pousser pendant des semaines pour enfin pouvoir récolter, qu'idéalement, il faut palisser les petits pois pour qu'ils grimpent, qu'ils prennent mieux le soleil, etc., etc. Et bien après, je peux vous dire que dans l'assiette, plus personne va gâcher le petit pois, hein, il va être mangé jusqu'à la gousse même. Donc c'est vraiment une rééducation et une façon différente d'appréhender la santé, la nourriture, et puis je dirais presque en premier lieu vraiment ce lien social. Donc pédagogie, lien social sont sans doute les mots-clés pour ce type d'agriculture. Mais sinon oui, l'écoculture, par définition, se développe, peut être développée dans tout milieu. Elle se développe particulièrement en ce moment en France parce que justement vous avez été des pionniers, vous avez écrit des livres, vous avez formé des gens, puis il y a d'autres personnes qui le font aussi. Vous avez le sentiment que aujourd'hui ça bouge quand même pas mal en Oui, France? ça bouge et ça bouge beaucoup. Moi, j'aurais pas parié sur un tel mouvement il y a quelques années de ça. C'est très intéressant de voir que, alors bien sûr, nous, on est allé défricher un petit peu et on a remis au goût du jour ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les techniques des maraîchers parisiens du 19e, par exemple, hein, qui est quelque chose d'assez intéressant. Et ça a relancé le phénomène, c'est-à-dire qu'on est allé déterrer cela et c'est parti, mais alors comme une traînée de poudre, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un savoir, une intelligence chez ces gens-là. Les derniers ont arrêté dans les années 90, hein, 1990, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour autant, en France, plus personne n'avait leur connaissance et certainement pas leur savoir-faire, ce qui est absolument incroyable. Donc, parce que nous, on a eu besoin de ces techniques-là, parce qu'on est allé les retrouver paradoxalement aux États-Unis, hein, chez Elliott Coleman, eh bien, c'est revenu un petit peu sur le devant de la scène. Donc oui, beaucoup de personnes aujourd'hui comme nous, ont ressenti, je pense, le besoin de changer de vie, de se nourrir sainement, d'appréhender leur rapport à la vie, au monde, à la terre, à la nature, bien différemment de ce qu'on peut faire habituellement, et sont tentés par l'aventure. Alors cette aventure, elle est extrêmement compliquée, c'est pour ça qu'on a voulu aussi témoigner hein, dans nos ouvrages, parce que nous, on l'a vécu vraiment très durement, parce qu'on a été des fricheurs. Hein. Je pense qu'on est un peu les grands-parents du mouvement maintenant, hein, comme tu l'as dit. Beaucoup se sont lancés depuis, beaucoup forment, beaucoup créent des fermes, et c'est heureux. Mais ça reste une aventure très très difficile. Pour autant, de nombreux courageux se jettent à l'eau, ce qui est absolument extraordinaire. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. On a vu beaucoup d'écueils. Alors oui, justement, c'était ma question. Quand tu vois arriver des jeunes néo-ruraux là qui veulent se lancer dans une ferme en maraîchage permaculturel, quelle est la discussion justement Écoute, avec eux? avant, j'aurais été tentée de les mettre en garde, de leur dire plein de choses. Et aujourd'hui, je vois que ça ne sert à rien. Donc j'écoute d'abord. J'écoute parce que finalement, ce rêve de transition, ce rêve de la petite ferme un petit peu fantasmée, c'est très souvent la traduction d'un mal-être très fort par rapport à la société telle qu'elle est aujourd'hui, par rapport la plupart du temps à leur situation professionnelle, parfois à leur situation familiale. Hein, ça peut aussi être induit par des problématiques de santé, mais auquel cas le projet ferme n'est pas là tout de suite. Donc j'écoute d'abord parce que de toute façon, vous pouvez leur dire attention, attention, ce que vous voulez faire est super dur, vous n'allez pas arrêter de bosser, vous partirez jamais en vacances, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Ils sont pas capables de vous écouter. Parce que le fantasme, le rêve, et c'est tant mieux, est très fort. Mais une fois que le rêve a été exprimé, une fois que le mal-être et le rêve, c'est amusant d'ailleurs, ils sont concomitants. Hein. Une fois qu'ils ont été exprimés, c'est là qu'il faut aller dans le dur et leur faire ouvrir les yeux par rapport à la réalité du métier et ses difficultés. Donc à partir de ce moment-là, on peut commencer à leur dire oui, d'accord, allez-y, mais ne faites pas comme nous. Ne faites pas comme nous, vous allez vous planter, c'est extrêmement difficile. Donc, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire comme nous? En premier lieu, il faut se former. Nous, on l'a pas fait. En tout cas, on l'a pas fait dans les faits. On s'est formé chez nous. On a fait nos propres erreurs chez nous, donc on l'a payé très cher. Nous, on leur recommande d'aller se former, soit dans les cursus classiques de l'agriculture, enfin de l'enseignement agricole, soit chez des maraîchers. En gros, il faut au moins une année de pratique pour être un petit peu d'attaque. Et puis,
En réalité, on fait un maraîcher en 10 000 heures. Ça, c'est Jean-Martin Fortier qui le dit. Charles et moi sommes tout à fait d'accord là-dessus. Et a Mmh. priori, en neurosciences, le cap des 10 000 heures est un cap maintenant reconnu qui dit qu'à partir de 10 000 heures d'une certaine pratique, notamment physique, hein, une gestuelle, eh bien, le cerveau passe dans un autre mode et à 10 000 heures, intuitivement, on sait ce qu'il faut faire. Et donc, 10 000 heures, bah, c'est 4, 5 ans de pratique, hein, donc c'est pas rien. Donc, se former, c'est une première chose. Deuxième chose, avoir de l'expérience. Pratiquer, 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 ça c'est une évidence. Et troisième chose, il y a Oui. des qualités, j'allais dire, qu'il faut avoir d'entrée de jeu. Et si on ne les a pas ou pas tout à fait, il faut beaucoup les travailler. Mais pour certaines personnes, c'est trop compliqué. C'est être rapide, être très organisé, et puis savoir faire plein de métiers. Parce que le fait d'être maraîcher, ça induit, OK, de faire de la production, ce qui est déjà un nombre de connaissances colossales à acquérir, mais aussi il faut savoir vendre, il faut savoir s'exprimer, parler aux clients, faire sa compta, faire de l'administratif. Enfin bref, il faut savoir faire comme n'importe quel chef d'entreprise, parce que c'est une entreprise dont on parle, hein. Et ça, souvent, c'est un petit peu oublié. Alors d'ailleurs, de votre livre, il y a un super schéma Ouais, sur ouais. le sujet, là, en étoile, où on voit tous les métiers, en fait, C'est ça, c'est ça. qu'il Alors faut ça veut pas faire dire au qu'il faut début. être expert forcément dans chacun d'entre eux, mais on touche un petit peu à chacun de ces métiers. Donc c'est juste énorme. Et ça, effectivement, quand on démarre, bah, on n'a qu'une obsession, c'est produire, c'est être dans ses jardins et mettre en culture, désherber, créer les buts, etc. Pour autant, il y a un certain nombre d'heures qu'il faut consacrer à autre chose. Donc, il faut avoir cette polyvalence et cette célérité et cette capacité d'organisation sans lesquelles ça va être trop compliqué, en réalité. Oui, pour pas se noyer dans un verre d'eau. Alors, est-ce qu'on peut vivre correctement aujourd'hui d'une exploitation permaculturelle? Je sais pas si on dit exploitation d'ailleurs d'une Moi, je ferme, préfère le mot, d'une le mot micro-ferme. ferme, mais exploitation agricole, ça reste le terme officiel. Mais voilà. Vas-y, hein. Ouais, non, mais tu vois, spontanément, Ouais, c'est ouais. le terme qui m'est venu, mais en fait, en le disant, je me suis dit, c'est pas très beau exploiter. On revient à cette idée On va d'exploiter la inventer terre, un c'est pas nouveau terrible. vocable. On va dire une exploration agricole. Moi, ça me plairait beaucoup. Ah, très beau. C'est très Une poétique. exploration dans tous les sens du terme. On peut vivre, mais de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Et ça aussi, c'est quelque chose que découvrent les porteurs de projets quand ils viennent se former chez nous. C'est que, quoi qu'il en soit, on vendra des légumes, on est producteur de légumes, on vendra des légumes et on vendra jamais un produit avec une valeur ajoutée monstrueuse. Donc il faut accepter ça aussi. Il faut accepter que, en tant que maraîcher, même si on arrive à vivre décemment, quand on parle de décemment, pour un maraîcher, un SMIC, c'est bien. La moyenne des revenus des maraîchers bio de Normandie, c'est 800 euros par mois. Alors beaucoup, ça c'est le fruit d'une étude, hein. Beaucoup vont vous dire oui, mais alors c'est pas tout à fait vrai. Certains dissimulent des revenus parce qu'on gagne tellement peu qu'on met des trucs à droite à gauche. Peut-être, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut être tout à fait conscient que un SMIC c'est bien. Nous, on avait vu dans l'étude avec l'INRA qu'on arrivait avec les densités d'implantation qu'on avait et toutes les techniques qu'on a découvertes, on arrivait à faire quelque chose jusqu'à 2 000 euros, ce qui est exceptionnel. Sauf que là-dedans, bah, il y a des pics de charge de travail et que de temps en temps, bah, il faut se prendre un saisonnier, notamment juin, juillet, août, qui sont des périodes intenses. Donc, on retire un petit peu là-dessus, mais c'est tout à fait honorable, quoi. Cependant, la plupart des porteurs de projets qui viennent nous voir et qui rêvent de faire une micro-ferme sont des personnes non issues du milieu agricole. On appelle ça des NIMA, hein, comme nous étions. Et elles n'ont pas eu l'habitude de ce style de vie, de ce niveau de revenu. Et là encore, familialement, personnellement, c'est un engagement pour la planète certes, mais un engagement personnel aussi. On se dit, je vais revoir complètement mon mode de vie, mon mode de consommation, parce que je vais plus acheter les mêmes choses qu'avant, je vais plus appréhender la vie, les vacances de la même façon. Donc il y a une réalité qui va s'imposer très vite, très fort, et nous on préfère le dire d'entrée de jeu, parce que sinon ça fait mal, ça fait très vite mal, et j'allais dire ça fait familialement mal, parce que souvent il y a un porteur de projet qui est très motivé, le partenaire ou la partenaire est aussi motivé, mais est peut-être un peu moins engagé dans le projet. Et malheureusement, on a vu nombre de projets mal préparés qui se finissaient par une séparation ou un divorce, parce que c'est très compliqué de passer de l'étape à j'ai intellectuellement compris que j'allais beaucoup travailler, que j'allais moins ou pas partir en vacances, en tout cas les premières années, que j'allais gagner beaucoup moins d'argent, que j'allais être très peu disponible,
et le vivre pour l'autre aussi, qui se retrouve tout seul avec les enfants ou qui se retrouve tout seul tout court parce qu'il y a des semis à arroser, parce qu'il faut aller fermer les serres le soir, parce que ceci, parce que cela. Donc nous, la chance qu'on a eue en quelque sorte, c'est d'être en couple et d'être tous les deux complètement noyés, avoir épousé ce projet à deux. On est aussi passionnés l'un que l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu de problématique de couple à cause de ce projet, bien au contraire, et même on en a eu beaucoup parce que c'était difficile, parce qu'on n'était pas toujours d'accord. Ça aussi, c'était une difficulté, hein. La gouvernance pour un projet mené en couple, c'est tout un sujet. Mais on était à deux passionnés, quoi. Et ça Ouais, nous a vous avez une sauvés, sorte. hein. Et puis vous vous répartissez quand même pas mal, j'ai l'impression, les tâches. C'est-à-dire que toi, t'étais très branché sur les études, la recherche, etc. Alors Charles, même si vous mixez, j'imagine, les compétences, et Charles était Mhm. aussi très focus sur les outils. Donc vous avez quand même un peu on peut dire des Oui, spécificités alors comme ça chacun? par force, j'allais dire, on sait garder des précarés et on y arrive de mieux en mieux avec l'âge sans doute, parce qu'au départ, en fait, il fallait tout gérer, tout appréhender ensemble, parce que on a tout découvert ex nihilo tous les deux, et il fallait avancer ensemble. Seul, c'était trop compliqué, hein, de se retrouver face à une problématique et de décider seul. Et en tout cas, comme on est deux personnalités très différentes, deux caractères très différents, avec des bagages différents aussi, ça a été complémentaire. La gouvernance n'a pas toujours été au rendez-vous. Il a fallu qu'on s'accorde encore une fois à ce point-là. Mais c'est de mieux en mieux, j'allais dire, parce que avec l'expérience et maintenant qu'on est moins acculé, on a sorti la tête de l'eau. Alors pas en termes de suractivité, mais en termes financiers, ne serait-ce que ça, parce que les premières années, c'était là que c'était le plus difficile, parce que dire oui, moi je suis pas d'accord pour faire ça, oui, mais alors attends, en fin de mois, on fait comment si on se plante, etc., etc. Là, il y avait une dimension de danger supplémentaire, donc ça c'était compliqué. Mais aujourd'hui, ça va mieux, donc même si on n'est pas d'accord, on peut y revenir, on peut tester, on a plus ce luxe en fait de tester et de respecter les précarés, les petits hobbies de l'un ou de l'autre. Donc c'est plus simple aujourd'hui. Oui. Alors justement, je parlais d'outils. Quels sont les outils un peu indispensables pour démarrer, Mhm. alors on va dire un jardin familial? Est-ce qu'il faut avoir, par exemple, une grelinette? C'est un peu une grelinette à l'envers avec un double système dedans. Mais je pense que c'est un outil qui va devenir essentiel dans les jardins parce qu'il remplace aisément le motoculteur. Il fait comprendre aux gens pourquoi il ne faut pas labourer. Parce que quand on voit le résultat du sol après être passé sous les fourches codines de la campagnole, on se dit qu'on obtient un bien meilleur résultat sans couper les vers de terre en deux, sans mélanger les horizons du sol, sans créer de semelles de labour, sans trop de dégâts, avec un outil manuel d'une simplicité enfantine. Donc ça, oui, je pense que la campagnole est essentielle. Puis tous les outils. Oui, ah oui, oui, bien sûr, parce que c'est Transmission. très ergonomique, hein. On l'a mise au point avec un jeune garçon qui est très talentueux, qui s'appelle Vincent Legris, qui a créé une entreprise qui s'appelle la Fabriculture. Donc c'est lui qui fabrique justement cette campagnole et il nous a fait je ne sais combien de prototypes qu'on puisse le tester aussi bien en termes d'efficacité au niveau du sol que d'ergonomie parce que c'est important bien évidemment. Et je pense que c'est un petit investissement à faire pour chaque jardin, à n'en pas douter. Après, si ça vous intéresse vraiment de regarder un petit peu les équipements qui sont nécessaires pour commencer une petite production, on a fait tout un rapport hein, sur les outils. Donc sur notre site fermedubec.com, vous avez un onglet qui s'appelle la recherche, et là-dessus vous cliquez et vous avez un rapport qui s'appelle les outils. Et on a pris en photo, chiffré, donné des références pour chacun des outils qu'on a à la ferme. Alors Génial. quand je dis outils, c'est très vaste parce que c'est aussi bien les outils pour cultiver, enfin pour travailler le sol, que les sachets pour vendre les légumes, etc. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y a pour ceux qui veulent juste faire leur jardin et il y a tout ce qu'il faut pour devenir maraîcher demain. Génial. Ah bon, on va aller voir sur le site internet, effectivement. Alors, donne-nous quelques exemples de bonnes associations de culture. Ils avaient un savoir-faire, ces maraîchers parisiens, que finalement personne n'arrive à égaler aujourd'hui. C'est absolument incroyable. Donc nous, on a essayé de reprendre ces associations, on a cherché partout dans la documentation scientifique ce qu'il pouvait y avoir comme données. Il n'y avait pas grand-chose, hein, c'est pas quelque chose qui est très pratiqué. Et donc on a éprouvé année après année différentes symbioses ou non symbioses justement des échecs qu'on a pu avoir, mais
S'il fallait donner un peu une méta-règle, il faut se dire que les associations, elles fonctionnent entre ce qui se passe au-dessus du sol et ce qui se passe en dessous. Au-dessus du sol, pour être un petit peu caricatural, la bagarre, elle va se faire pour quoi? Elle va se faire pour la lumière, donc pour l'ensoleillement, hein, pour faire la photosynthèse, et l'aération. Il faut pas que les végétaux soient trop collés les uns entre les autres, parce que là, on a un risque de maladie. Donc, en gros, on comprend très vite que si on associe, je ne sais pas moi, une betterave et un maïs, bah, ça peut le faire, parce que le maïs, lui, il va chercher en hauteur, il va chercher le soleil très haut, il a un enracinement bien profond, tandis que la betterave, elle, c'est une rave, donc c'est juste le légume qui est enraciné, avec une racine pas si profonde que ça, un feuillage relativement abondant mais court, qui reste pas très loin de la racine, et qui supporte tout à fait l'humidité et le petit peu d'ombre qui peut être généré par les maïs. Donc, par exemple, ça, c'est pas incohérent. Après, on a un peu une association star chez nous parce qu'on aime la pratiquer sur ce qu'on appelle les planches plates avec le fameux semoir de précision développé mis au point par Elliott Coleman. C'est une association radis-carotte. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on fait souvent. C'est-à-dire qu'avec ce semoir de précision, on sème des radis. Exactement sur la même planche, au-dessus des radis, on sème les carottes. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les radis vont sortir très très vite. Donc, on va récolter les radis, tandis que les toutes petites carottes juste à côté continuent à pousser. On peut avoir implanté des salades au beau milieu, donc les salades vont s'épanouir, devenir de plus en plus larges, faire une ombre portée et apporter de l'humidité aux carottes, mais elles, ça les gêne pas, elles continuent leur petit bonhomme de chemin. De toute façon, elles sont très lentes, les carottes, hein, donc elles poussent. Sur les côtés, pourquoi pas imaginer avoir implanté des oignons qui vont avoir un cycle de culture très long, aussi long que la carotte, et on comprend vite ce qui se passe. Tout d'abord, on récolte les radis, ça va très vite. Alors on fait attention de ne pas déchausser les petites carottes en fonction du type de sol qu'on a, mais c'est un petit coup de main à prendre. Ensuite, les salades s'épanouissent, hop, on les récolte, et il nous reste plus sur notre planche de 80 cm de large que les carottes et les oignons qui vont pousser encore pendant un bon 2 mois, et au bout de 2 mois, on enlève tout ce petit monde, on récolte, et on met en place la culture qui suit. Aujourd'hui, tu fais un lien fort entre l'état du sol et nos Oui, microbiotes. moi, ça a été mon dada, et c'est comme ça que j'ai compris le sol, parce que depuis des années, je suis intéressée par la santé, la nutrition, le fait de bien manger. Moi, je suis rentrée comme ça dans le métier. Ce qui m'intéressait quand Charles m'a dit on va faire notre jardin, c'était de bien manger. C'était pas de mettre les mains dans la terre, c'était pas ces histoires de culture. Moi, je suis vraiment rentrée par cette fenêtre alimentation. Et de fait, pendant toute ma petite enfance, j'ai eu des problèmes de ventre. Alors, on savait pas ce que c'était. J'ai fait tous les examens possibles et imaginables. À 30 ans, j'ai découvert que c'était le lait de vache, hein, mais bon, c'est pas grave, c'était un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et j'ai découvert un monde merveilleux, le monde de l'intestin et surtout des micro-organismes et des bonnes bactéries. Et après, quand il s'est agi de comprendre le sol, bah, j'ai tout de suite fait le parallèle. Et c'était tellement simple pour moi à comprendre, parce que j'avais compris l'autre microbiote avant. Alors, vous parlez dans votre livre beaucoup de civilisation de l'arbre. L'arbre, il a tout bon, on va dire, à tout niveau. Déjà, il est là pour pérenniser nos paysages, contrairement à ce qu'on a pu faire lors du remembrement agricole, où on a fait tomber tous les arbres, toutes les haies, tous les chemins creux. Bref, on a annihilé des années de travail de l'être humain, mais surtout des années de travail des racines des arbres auprès du sol. Et ça, c'était absolument dramatique. Donc cet arbre, il va potentiellement fournir de la nourriture à l'être humain. Ça, on le comprend très facilement. Potentiellement aussi fournir du fourrage aux animaux. Donc pour l'élevage, un élevage responsable et digne, c'est tout à fait intéressant. Il va apporter de l'humus, parce qu'on le sait tous, à l'automne, les arbres perdent leurs feuilles, ça fait de l'humus, ça nourrit le sol, ça protège les bonnes bactéries du sol contre les rayons, les UV, notamment, qui les annihileraient sans cela. Donc ça fait une couverture du sol qui va le protéger et le nourrir. Rien de tel. Le système racinaire des arbres va aller chercher très en profondeur, puisque l'arbre, il pousse un petit peu à son rythme, il est un petit peu plan-plan par rapport aux cultures annuelles. Donc ce faisant, il va s'enraciner très profond, chercher de l'eau et des minéraux pour lui-même. Par le jeu de ces fameux micro-organismes et ces bonnes bactéries, ce fameux microbiote du sol, eh bien, il va y avoir des échanges qui vont se faire entre les systèmes racinaires des arbres et les autres plantes. De fait, il va collaborer, il y a une coopération
absolument incroyables qui s'opèrent au niveau du sol entre les plantes, et l'arbre est le pilier de tout cela. Donc ces arbres, pour nous, ils sont juste essentiels, et je crois que pour l'avenir de l'humanité et l'avenir de notre planète, mais surtout l'avenir de l'humanité, je dirais, le stockage de carbone que permet un arbre est juste, on le sait aujourd'hui, essentiel à notre survie. Oui, c'est toujours merveilleux de voir Complètement, ce ouais. fonctionnement et cet écosystème, hein. On se lasse jamais de s'émerveiller Mm. du génie de la nature, en fait. On découvre les choses au fur et à mesure, et c'est ça qui est extraordinaire. Et nous, on les découvre visuellement, j'allais dire printemps après printemps, saison après saison. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne s'en lasse pas. Et à chaque fois, on découvre des choses nouvelles, des interactions, des collaborations, des choses magiques presque qui s'opèrent sous nos yeux. Alors dans cette nature, il y a aussi des animaux et c'est Mm. vrai qu'à la ferme du Bec et Loin, vous en avez. Comme cela pourrait s'opérer dans la nature, hein, il y a une coopération qui s'installe entre les animaux et les végétaux. Et pour nous, elle est importante. Elle est importante donc pour les cultures parce que on va bien gérer les espaces, parce que le sol va être enrichi avec les déjections des animaux, c'est une chose, mais aussi le rapport entre l'humain et l'animal, pour moi, est essentiel. C'est-à-dire que moi, je n'envisage pas ma ferme sans les animaux. C'est, j'allais dire, presque vital, ce rapport, cette espèce de communication muette, mais tellement puissante. On a en nous, je pense, une partie de cette animalité. On a une partie de végétale, mais on a une partie animale très forte. En tout cas, moi, je l'ai très forte et elle me parle beaucoup. Et qu'il s'agisse de la poule jusqu'au mouton, en passant par le cheval ou même les animaux domestiques, moi, j'estime que tout cela participe à mon équilibre ainsi à la vie de la ferme. Ça donne une âme, c'est juste essentiel. Alors, chose qui peut parfois choquer, après tout ce que je viens de dire, on mange nos animaux. Mais pour nous, c'est cohérent. La chaîne alimentaire, elle commence quelque part, elle se termine quelque part aussi. Et je préfère de loin sacrifier des animaux que j'ai élevés, que je connais, pour les manger, et plutôt que de manger quelque chose qui a été élevé dans des mauvaises conditions, qui vient de je ne sais où, sans respect. Pour nous, il y a un respect ultime de l'animal avec, ça peut paraître idiot, mais même des remerciements quand l'animal est sacrifié pour nous nourrir. Alors, ceci étant dit, je vous avoue que très lâchement, je suis incapable par contre d'abattre moi-même. Ça c'est juste quelque chose qui est trop, voilà, trop intense pour moi. Mais de plus en plus, les premières années, je me refusais à manger nos animaux. Il y avait un attachement trop sentimental par rapport à cela. Mais j'ai compris toute la cohérence que ça pouvait avoir année après année, et j'assume complètement le fait de me nourrir comme ça, de ne pas être végétarien. On a essayé d'être végétarien pendant des années. Moi, ça m'a pas du tout réussi en termes de santé. Mais par contre, je suis très intuitive dans ma façon de manger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait écouter son corps, non pas euh, obéir à un dogme qui dirait je mange pas d'animal, je mange pas de ceci, je mange pas de cela, parce que non, j'écoute ce que mon corps dit, j'écoute mes besoins. Et pour réussir à tendre l'oreille et écouter réellement ses besoins, c'est des années de pratique, d'erreurs, voilà, qui font que après, bon, c'est pas difficile, c'est pas facile à corriger, mais aujourd'hui, je suis assez contente d'être assez intuitive dans la façon dont je m'alimente. C'est ça, quand vous dites vivre en intimité avec la terre, c'est tout cet écosystème, les animaux, les arbres, la terre, cette philosophie en fait du paysan. On en revient au microbiote, hein. Je l'ai dans les tripes, ce truc, cette nature. Chaque matin, je me lève et quelle que soit la façon dont je me suis couchée le soir, épuisée, parfois démoralisée parce qu'on gère 10 000 trucs à la fois, je m'émerveille de ce que je vois par la fenêtre. Et cette nature, elle est, c'est, et ça me remplit à chaque fois. Il y a un lien véritablement charnel. C'est véritablement cette terre-mère, cette terre nourricière. J'ai l'impression qu'elle fait partie de moi, que je fais partie d'elle. Il y a quelque chose de très, très fusionnel. Alors bien sûr, c'est personnel. C'est moi, ma façon de l'appréhender. Mais je pense que c'est tellement fort, ça vient de tellement loin en moi, que je pense qu'on est nombreux, en fait, à l'avoir quelque part, cette relation très primitive à la terre, à la nature. C'est juste qu'elle a été ensevelie par tout un tas de choses. Et moi, j'ai la chance
de l'avoir excavé entre guillemets grâce à cette expérience de la ferme. Mais j'ai moi-même été surprise et complètement à un moment donné, comment dit-on, overwhelmed, engloutie par cet amour Oui, qui vient des tripes, quoi. Ça m'a surpris. Oui, oui, c'est très fort, c'est ouais, vital c'est en fort. fait. Souvent, on me demande, mais vous ne regrettez pas votre ancienne carrière, votre ancien métier? Non, j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Il y avait une frustration au départ de l'aventure de la ferme, c'est de ne plus vivre à l'étranger parce que je me sens aussi très citoyenne du monde. Ça aussi, ça vient de loin. Mais finalement, quelque part, le monde vient à nous à la ferme. On reçoit énormément de gens et je voyage un petit peu comme cela. Et je ne ferai marche arrière pour rien au monde. Pourtant, ça a été difficile, hein, mais j'ai trouvé ma vocation, c'est sûr. Ce rapport à la terre, il est là, il était en moi, il était dormant, mais il a été éveillé, réveillé. Et aujourd'hui, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre et j'ai tellement envie de continuer. Alors, il y a plein d'aspects du métier qui vont pas me plaire, mais c'est plutôt les aspects commercialisés, vendre des légumes, des choses comme ça qui me plaisent moins. Mais aujourd'hui, je sais que je mourrai dans les jardins et que chaque jour, que ce soit Charles ou moi d'ailleurs, hein, on s'épuise nous-mêmes, mais on a une idée nouvelle pour tester des trucs différents, aller vers d'autres expériences. Là, notre dernière obsession, si on peut dire, pour les 10 années à venir, c'est de se dire, c'est en lien avec le thème de l'interview d'ailleurs, c'est comment nourrir le monde. Alors tout le monde nous dit, bah, c'est bien gentil les légumes, mais qu'est-ce qu'on fait des céréales? Puisque de par le monde aujourd'hui, les régimes alimentaires sont beaucoup basés sur la céréale. Donc on s'est mis en tête d'aller retrouver des pratiques ancestrales pour cultiver du blé et montrer que en faisant du blé jardiné, on pouvait être tout aussi performant, si ce n'est plus, qu'en cultivant du blé de façon mécanisée, comme on le fait aujourd'hui dans les champs classiques, quoi. Et ça, c'est notre quête. Alors, elle part pas de rien, elle part d'écrits d'anciens qui nous ont été légués. On retrouve les écrits d'Olivier de Serres vers 1300 quelque chose, qui nous dit que la productivité à l'hectare de son blé cultivé à la main sur des buts de culture, tiens, comme par hasard, sur des buts de culture, est supérieure à ce qu'on fait aujourd'hui avec un tracteur. Et Mhm. on a envie Ouais, de très retrouver bien. ça, on a envie d'aller revisiter des variétés de blé anciennes, on voudrait aussi essayer avec des modernes. Donc voilà, on est parti pendant 10 ans encore tout en continuant à faire du légume, à faire ce qu'on fait, à faire des tests maintenant plutôt sur la céréale. Alors ça va encore être pris comme une bonne blague par certains, mais nous on est certain qu'on peut relever le défi. Waouh, quel défi. En même temps, la Mmh. céréale, on sait, enfin, si on prend des régimes type sénialais Complètement. ou cétogène, qu'il faut pas non plus forcément abuser de la céréale. Bien évidemment, le travail se fait concomitamment avec une réflexion sur comment je m'alimente. Si de toute façon demain il ne devait plus y avoir de pétrole, nombre d'entre nous devraient réfléchir à la façon dont ils s'alimentent et la nécessité ferait loi, c'est-à-dire qu'on mangerait ce qu'il y aurait et on réapprendrait à avoir un régime alimentaire qui se contente de la puissance de ce que nous donne la nature. Absolument. Alors, dans le livre, vous dites que savoir cultiver son jardin est Essentiel, oui. essentiel et que ça devrait être enseigné à l'école. Mmh. C'est une espèce de puissance qui est une Oui, c'est confiance en presque une soi, vocation. qui est un respect de son environnement, de soi en tant qu'être humain et de son environnement qui est la nature. Ça implique beaucoup de choses. Et le fait de savoir avoir confiance en soi, ne pas être dépendant de choses, c'est un peu comme quand on jeûne. Ceux qui ont déjà fait un jeûne ont déjà eu cette sensation à l'issue du jeûne de se dire j'ai été capable de le faire. Alors c'est pas une victoire contre soi-même de ne pas avoir mangé, mais mon corps a survécu. Moi, en tant qu'humain, je peux survivre quelque temps sans manger, sans aller me gaver de tout ce que me propose la société de consommation. Ça, ce sont des réflexes qu'on a un petit peu oubliés. Hein. Les famines et autres ont entraîné des populations ancestrales bien avant nous, mais nous, on a oublié ça et on a souvent cette peur de manquer au niveau alimentaire. Eh bien, cette histoire d'empowerment, c'est un petit peu cette sensation qu'on peut avoir à l'issue d'un jeûne qui est indescriptible pour les gens qui ne l'ont pas vécu. Oui, c'est vrai. Moi, pour avoir jeûné aussi 7 jours, Mhm, mhm. vraiment en jeûne, en ne buvant que de l'eau et en faisant de la
marche, c'est vrai qu'on a un sentiment. Alors ça s'explique Complètement. aussi parce que le cerveau se met dans un état particulier, Oui. mais on comprend qu'en fait on peut se nourrir d'autres choses et que finalement on se jette en permanence sur la nourriture, enfin surtout dans nos sociétés contemporaines. Ouais. On fait bien Mmh. trop de repas, on le sait, hein, on mange beaucoup trop, trop souvent, etc. Nos estomacs passent leur Mmh. temps à digérer. C'est vrai qu'il n'y a plus ces temps de disette et de Oui, et jeûne psychologiquement, on est qu'il y avait beaucoup aussi dans dans les cette religions notion de d'ailleurs. manque. Complètement. Et dans la nature, il y a pas cette notion de manque. Mm. Et dans l'alimentation, quand on a jeûné, on n'a plus non plus cette illusion du manque. Je vais manquer d'œufs parce que j'ai pas mangé ça, parce que je mange pas de viande tous les jours, parce que ceci, parce que cela, parce que je m'alimente différemment. Non, c'est complètement illusoire. La toute première étude que nous avons faite en lien avec AgroParisTech et l'INRA, sous la direction du professeur François Léger, qui était de prouver que sur 1000 mètres carrés, un maraîcher qui s'installait seul, hein, était tout à fait capable de tirer un revenu. Et là encore, cette surface de 1000 mètres carrés nous est pas venue par hasard. Hein. On s'est beaucoup inspiré des lopins de terre que cultivaient les maraîchers parisiens à l'époque, qui étaient ça allait de 400 jusqu'à 4000 mètres carrés hein, cultivés. Et ils faisaient des prouesses techniques dont on n'est pas capable aujourd'hui, encore une fois. Donc on s'est dit, à partir de ces 1000 mètres carrés qu'on a isolés sur la ferme, eh bien, est-ce qu'on est capable de tirer un revenu? Et bien sûr, l'étude a été concluante. Nous, on était convaincus avant même de commencer, mais quand même, les chiffres nous ont surpris parce qu'on est allé jusqu'à 55 000 euros de chiffre d'affaires sur 1000 mètres carrés, ce qui est juste absolument incroyable. Mais au-delà des chiffres, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est capable, sur petite surface, à la main, de faire des choses absolument incroyables à partir du moment où on se laisse guider par les principes et les règles de fonctionnement de la nature, donc des végétaux, comment ils interagissent entre eux et comment ils agissent tout court. Et puis, on sait qu'en faisant petit, on peut faire très soigné. Et plus on fait soigner, plus on est performant. Et ça a été une découverte assez intéressante aussi parce que faire soigner, faire bien aujourd'hui, ça veut pas dire être aider de la Oui. technologie, aider du tracteur, etc. Alors, on ne renonce en rien à la technologie. Hein. Là, je fais cette interview sur un ordinateur, donc on a des ordinateurs, des téléphones portables. On vit avec notre temps, bien évidemment, mais la technologie pour nous est une béquille, c'est une aide à la décision en fait. Et c'est nous, êtres humains, qui sommes véritablement en symbiose avec l'environnement, qui décidons, qui voyons, qui observons, qui analysons et qui au quotidien décidons ce qu'il faut faire. Et nous pouvons être aidés et guidés par la technologie. Donc cette toute première étude déjà a fait l'effet un petit peu d'une bombe dans le milieu. Certains nous ont dit oui mais vous trichez, vous avez caché des terres, c'est pas possible d'avoir des résultats comme ça, vous devez calculer comme ceci, comme cela. Bref, on s'en moque de comment on a calculé. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce type d'agriculture est productif. Qu'on fasse plus ou moins 5000 euros de chiffre d'affaires, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, c'est pas là le problème. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a d'autres pistes de réflexion. Et c'est marrant parce que on a sorti cette étude. Quand on a commencé tout ça, on trouvait pas d'autres fermes dans le monde entier d'ailleurs, hein, qui cultivaient de la même façon. Et quand l'étude est sortie, il y a quelques petits doigts qui se sont levés à droite à gauche. Ah bah oui, moi ça fait 25 ans que je pratique comme ça, puis je fais tant de chiffre d'affaires sur tant de mètres carrés. Et ben voilà, il y en avait d'autres. Il suffisait de le dire, il suffisait de le mettre en avant. Donc en France comme à l'étranger, ils sont pas nombreux, hein, ceux qui cultivent sur petite surface et qui sont efficaces, mais ils existent. Déjà à trouver que la permaculture est quelque chose de génial. Donc ça, plusieurs personnes avaient dit, la permaculture c'est quelque chose de génial, mais très peu de personnes avaient mis en lien permaculture et agriculture, j'allais dire, à titre professionnel. Beaucoup de projets de permaculture étaient des projets d'autosuffisance communautaire, des choses comme ça. Mais de là à faire se rencontrer le domaine agricole professionnel et la permaculture, ben, très peu s'y était essayé. Donc ça, c'était assez nouveau. Après, pour revenir aux autres études, il y en a une notamment qui a été Ouais. juste stupéfiante pour nous aussi. C'était une qui a été menée par l'Université libre de Bruxelles chez nous à la ferme, qui a donné lieu à une thèse de doctorat sur la captation de carbone. Alors je vous passerai tous les détails techniques, mais s'il fallait retenir une chose de cette étude, c'est que dans notre sol, comparativement à des sols témoins qui ont été pris dans la même vallée, hein, donc même conditions climatiques, même conditions géographiques, etc., dans la vallée ou sur le plateau, eh bien, on va stocker Oui. 10 fois plus de carbone dans nos sols, simplement parce qu'on a planté des arbres, simplement parce qu'on a enrichi le sol, qu'on le paille, qu'il y a beaucoup de systèmes racinaires de végétaux, etc.,
que un arboriculteur, c'est-à-dire un verger de pommiers, pommes à cidre qui est sur le plateau, ou qu'un autre agriculteur bio un petit peu plus loin, ou que même la forêt qui nous entoure. Donc ça a été une découverte absolument exceptionnelle. Donc là, c'est un vent d'espoir par rapport au réchauffement climatique. Plantons des arbres, plantons tous des arbres demain. Améliorons nos sols. Si dans des petits systèmes comme ceux-là, on arrive à capter du carbone suffisamment pour ne pas subir le réchauffement climatique dont on sait maintenant qu'il est inévitable, dans les conditions dans lesquelles nous vivons actuellement, eh bien faisons-le. Il faut tous planter je ne sais combien d'arbres dans son jardin demain, partout, il faut planter des arbres. C'est ce qui va nous aider à stocker le carbone. Alors c'est pas la seule chose à faire, mais c'est l'une des plus simples à faire. D'ailleurs, quand on achète un de vos livres, il y a un arbre qui Oui. est planté par la même occasion, donc vous êtes cohérent sur toute la ligne. Alors, qu'est-ce qui continue à nourrir ton espérance pour le monde, justement ? On a la chance à la ferme d'avoir vu passer pas mal de jeunes hyper motivés. Alors, on est aussi agence matrimoniale, hein, donc ils viennent à la ferme, ils se rencontrent, ils se marient, ils font des bébés, on est très fiers. On a je ne sais combien de mariages et de bébés à notre actif. Enfin, les bébés, c'est pas nous qui avons agi, mais voilà, on est parrain et marraine d'une certaine façon. Donc ça, on aime beaucoup. Et ça, c'est un vent d'espoir énorme que de voir ces jeunes s'installer, réussir. Ça, c'est sûr que ça nous permet au quotidien de tout surmonter. Et puis il y a cette force invisible dont on parlait un petit peu tout à l'heure, qui fait que je crois que Charles et moi, on ne s'arrêtera jamais, en fait. On est tellement passionnés par ça, on a une idée à la minute, on est presque nos propres ennemis. Le fait de trouver, de comprendre, de découvrir des nouvelles choses qui sont sous nos yeux, hein, mais qu'on n'a pas bien réussi à mettre en musique jusqu'alors, on n'a pas réussi à mettre des mots dessus, ça nous passionne. Moi, je suis particulièrement intéressée, par exemple, par le magnifique monde des bactéries, que ce soit pour notre intestin, on l'évoquait tout à l'heure, ou pour le sol. Ça me fascine. Et je sais qu'aujourd'hui, les scientifiques disent eux-mêmes qu'ils ne connaissent pas le 10e de ce qu'il y aurait à savoir sur ce fabuleux monde des bactéries. Et moi, ça me passionne. La technologie, la technique, la motorisation, quelle qu'elle soit, où la chimie allait être plus simple à gérer, et puis on se rend compte que non. Ça veut pas dire que c'est toujours mauvais, hein, loin de moi cette idée. Mais parfois, l'observation qui est le fruit d'années d'expérience qu'ont pu avoir nos ancêtres, couplée à des connaissances scientifiques que nous avons désormais, que nous avons à disposition, que nous avons et qui sont aussi vulgarisées, hein, c'est ça qui est important, parce que nous, praticiens, si ces connaissances scientifiques existaient et qu'elles n'étaient pas abordables pour notre niveau et notre niveau de compréhension, on n'en ferait pas grand-chose. Or, aujourd'hui, l'extrême chance qu'on a, c'est que non seulement ces connaissances scientifiques existent, mais qu'elles sont vulgarisées, elles sont mises à notre disposition. Donc ça, c'est énorme pour nous, hein. Donc, ce fabuleux monde des bactéries, entre autres, est pour moi quelque chose de passionnant. Mais ça me passionne, l'élevage me passionne, voilà, tout me passionne. Eh ben, écoute, Perrine Hervé-Gruyer, je te remercie infiniment pour cet entretien passionnant. Alors, je rappelle le titre de ce livre incroyable co-publié avec ton époux, Charles Hervé-Gruyer. Donc, c'est un livre de référence et qui fera date. Et je rappelle son Merci titre, à toi, Anne. Vivre avec la Terre, chez Actes Sud. Merci beaucoup, Perrine. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Merci encore infiniment à notre cher partenaire officiel, Léa Nature, engagé de nature, et premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, dont ces marques bio reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète.